Alors, après avoir parlé de transparence, après avoir parlé répression de la fraude fiscale, je voudrais qu'on termine sur ce qui fait le titre de notre table ronde, sur les intermédiaires. Alors, quelques chiffres d'abord. En matière de contrôle fiscal, on a 50 000 contrôles fiscaux par an, environ. Là-dessus, il y en a environ 1000 qui sont transmis par la commission des infractions fiscales au parquet. Et puis, in fine, on a donc un certain nombre de condamnations, dont environ une soixantaine à de la prison ferme. Il faut savoir que ce contentieux-là, quand il débouche sur des peines de prison ferme, c'est souvent sur des petits acteurs par rapport à un certain nombre de gros contentieux fiscaux. Et la question avec laquelle on reste, je n'ai pas le détail, mais c'est combien d'intermédiaires sont condamnés ? Combien de commissaires aux comptes qui ont certifié des comptes frauduleux, combien d'avocats d'affaires, d'avocats fiscalistes, etc., ont fini effectivement derrière les barreaux pour avoir contribué à truander l'État de millions d'euros. Alors on sait que l'expert comptable de M. Wildenstein est aujourd'hui derrière les barreaux, mais je pense qu'il fait plutôt exception. Alors au cours des derniers mois, on a des signes encourageants, disons, vers la fin de cette impunité. Les mises en examen du BS France, du BS Suisse. Dans l'affaire HSBC aussi, il y a la justice qui a mis son nez. France Offshore qui a été aussi reprise par la patrouille. Ma question, c'est est-ce que les obligations aujourd'hui qui pèsent sur les intermédiaires vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des autorités anti-blanchiment, Tracfin, etc., est-ce qu'elles sont suffisantes ? Est-ce qu'on peut les contraindre de collaborer davantage avec le fisc ? Et est-ce que les sanctions sont suffisamment dissuasives à leur encontre ? Alors je ne sais pas dans quel ordre. Peut-être Antoine Peillon peut commencer. Témoignage interne d'UBS, je suis branché en permanence sur le cœur du BS France, ce que chaque mot du président actuel, il rigole. Je vous le dis. Ça fait des mois, j'ai les comptes rendus là sur les mois, ça dégouline chaque jour. J'ai des messages qui me disent ce qu'il dit. Sur la procédure actuelle, qui n'est pas rien, elle est historique, avec des juges d'instruction qui peuvent terroriser normalement, eh bien il rigole parce qu'il sait, il estime que quand il sera passé au tribunal et que ça sera payé, on sera dans les ordres de quelques dizaines de milliers d'euros. Alors que ce qu'a récolté UBS, le groupe UBS, sur la fraude fiscale organisée pendant 7 ou 8 ans, c'est de l'ordre du milliard d'euros. Moi j'estimais que c'était 850 millions d'euros, on me dit que c'est finalement plus. Donc pas de peine de prison, aucune. Ceux qui ont été mis en examen là, seront quasiment ensuite sans aucune peine. Et c'est d'ailleurs le droit français qui fait qu'il n'y a pas de peine sérieuse sur la fraude fiscale en elle-même. Il faut des délits connexes, il faut de la criminalité attachée pour qu'il y ait des sanctions. Donc voilà, un délinquant, disons, quelqu'un qui est en charge aujourd'hui d'une structure délinquante et qui rigole et qui fait de la communication sur ça, sur le fait qu'il ne craint rien, à juste titre. Et la fraude fiscale dans le code pénal est punie au même titre que le vol. Hein. C'est 5 ans d'emprisonnement, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Est-ce que c'est dans la pratique des magistrats que... Non, ce que me disent les magistrats instructeurs, c'est qu'en plus les magistrats, les juges du siège, sont très très ignorants en fait en matière de délinquance financière en général. Ils sont d'ailleurs confrontés à d'autres types de délits, voire des crimes qui font qu'ils relativisent énormément la gravité de ce qui est la délinquance financière. Et qu'en conséquence, ils ne prononcent pas des peines qui sont à la hauteur, du point de vue des instructeurs en tout cas, à la hauteur des dégâts produits par ces délits. Ça rejoint la question de la formation. Moi j'ai des retours, y compris de sources des entités judiciaires, qui me disent « Ouah, ils sont drôlement naïfs, ou ils ne connaissent pas, ou voilà. » Il y a bien entendu, ils sont très peu nombreux, ils ne sont pas formés spécialement sur ces procédures très complexes et ils ne mesurent pas en réalité la gravité de ces faits. Donc l'ensemble fait que les peines sont tout à fait euphémisées par rapport à la gravité des délits. Chantal ? Oui, alors là on voit que c'est vraiment une question, c'est pas une question qu'il faut modifier la loi, etc. C'est une question de politique pénale. C'est vraiment où est-ce qu'on met les priorités. Et ça vient de la volonté politique d'en haut jusqu'en bas. Je vais vous donner quand même un exemple. Je forme depuis 2005 dans le cadre d'un master
les enquêteurs aux investigations financières. On avait et je parle au passé parce que c'est assez symptomatique. Donc, une convention de formation des spécialistes des investigations financières. Avec le problème de la crise économique, il a fallu tailler dans les budgets. D'accord ? On taille dans les budgets. Eh bien, on a sacrifié ce master et on veut réduire le nombre d'inspecteurs formés dans le cadre de la licence également. Et l'argument qui m'a été donné est édifiant. Mais vous comprenez, madame, nos gens ne sont pas évalués là-dessus. Ça veut dire que vous voulez répondre à ça, donc terminé. C'est-à-dire qu'on a réussi à monter ces formations parce qu'il y avait des généraux qui étaient vraiment persuadés que l'avenir, c'était les investigations financières. Et puis là, il suffit pour lutter contre la criminalité, oui, il suffit qu'il y ait un changement, qu'il y ait des contraintes budgétaires pour qu'on fasse des coupes sombres là-dedans. Ça veut dire que déjà on en formait 30, 50 par an. Eh bien, voilà, il y en aura encore moins qu'avant. Donc c'est une question de politique pénale. C'est la mission du garde des Sceaux, hein, d'imprimer une politique pénale, mais en matière de fraude fiscale, il n'a pas la main, vous l'avez compris. Donc c'est un vrai problème. Serge Collin, avec une petite question. On sait qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., on dispose d'une loi qui s'appelle DOTAS au Royaume-Uni, qui contraint les agences qui se sont spécialisées dans l'optimisation fiscale à déclarer au fisc les montages qu'ils commercialisent. Vos collègues britanniques disent on n'a jamais voté une mesure aussi rentable, ça aurait rapporté 12,5 milliards de livres sterling depuis 2004 au Royaume-Uni. Il semble que la proposition ait été faite en France à plusieurs reprises, qu'elle n'ait jamais été adoptée. Pourquoi ? Alors là, pour la première fois, je vais vous dire, là, je ne connais pas suffisamment le sujet pour vous faire des réponses correctes, vous voyez, parce que ce sont éventuellement des procédures qui sont, ou des orientations qui sont données dans certains pays, et vu ce que j'en sais, je ne me permettrai pas de faire un commentaire. Pourquoi en France on ne le ferait pas? Je crois que ce qui est toujours important de dire, c'est que dans des cas comme ça, lorsque certaines bonnes idées sont venues sur le tapis, nous réclamons l'idée de les transposer dans tous les pays européens et pourquoi pas en France. Nos collègues britanniques se sont un peu quand même félicités de ce type d'approche, mais dans le même laps de temps en disant que certes, cette procédure permettait de récupérer un peu plus rapidement et spontanément presque des montants importants de fraude fiscale, mais dans le même laps de temps, il faisait une estimation qu'il y avait encore 120 milliards de livres sterling de fraude fiscale annuelle, et que là, pour le coup, sur ces 120 milliards, ils n'avaient pas, avec ce moyen-là, le moyen d'agir. Donc je ne veux pas en dire plus, je ne peux pas vraiment traiter le sujet de façon technique, donc je m'en abstiendrai, autrement je dirais des bêtises. Merci. Alors, l'heure tourne, donc je vais prendre quelques questions qui me sont remontées, n'est-ce pas, par la CIF de notre salle qui a filtré les... C'est moi la CIF. Alors, je vais commencer par les questions un peu techniques. D'abord, peut-être deux questions à Chantal Cutajar. La première sur les bénéficiaires effectifs, et notamment ces montages de trust. On sait que sur ces écrans juridiques, on est ou bien un propriétaire de l'écran juridique, ou bien un mandataire. Pourquoi ne pas obliger le mandataire à se déclarer comme tel, sous peine de sanction pénale? Le vrai problème, je crois reconnaître Jacques Terret derrière cette question, c'est l'ambiguïté du trust, à la fois propriétaire et mandataire. Alors, je voudrais une réaction sur ce point spécifique au trust. Et puis, une question qui porte davantage là sur le Luxembourg. Comment le Luxembourg pourrait-il mettre en place des mécanismes de lutte anti-blanchiment? Comment mettre en place l'échange automatique? Par où on commence, grosso modo, si le secret bancaire fait partie de la Constitution?
en ce qui concerne le Luxembourg, il ne faut pas oublier que c'est un pays européen. Et il est soumis, comme tous les pays européens, aux directives de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Son secret bancaire, alors, ça c'est pour le blanchiment. Donc la problématique se pose, encore une fois, sur la fraude fiscale. Vous avez vu comment le Luxembourg incrimine la fraude fiscale, donc eux, il n'y a que sur l'escroquerie fiscale qu'ils peuvent faire, et en plus ils reconnaissent une certaine évasion fiscale sur laquelle on n'a pas de prise au niveau des incriminations. Donc si on veut être performant au niveau de la fraude fiscale, il faut uniformiser les sanctions, il faut uniformiser les qualifications. Tant qu'on ne le fera pas, eh bien, ils pourront continuer à arguer du secret bancaire, parce qu'on n'est pas dans un domaine où ils ne peuvent pas le faire prévaloir. Oui, Antoine Peillon. Ce que j'ai vu, y compris en Suisse, c'est que remonter aux bénéficiaires ou à l'ayant droit final, quand on est sur des affaires criminelles, ça se fait. En Suisse, il y a l'obligation depuis quelques années de remplir ce qu'on appelle le formulaire A. C'est ce qui fait d'ailleurs que M. Cahuzac n'arrive pas à échapper, n'échappera pas à toutes les investigations. C'est que les banques aujourd'hui, elles ne jouent pas avec ça, et aucun intermédiaire financier ne joue avec ça, est obligé de quelque part consigner quand même à qui il a affaire. Parce qu'il s'agit là de questions de terrorisme. Tout ça est né bien sûr des attentats du 11 septembre, et que donc pour ce qui concerne la motivation judiciaire sur la criminalité et le terrorisme, là on y arrive. Après on met de côté, et justement on extrait tout ce qui est de la problématique de l'évasion fiscale sur lequel en fait il y a une tolérance. Et là beaucoup plus difficile de remonter à l'ayant droit final. Le Luxembourg, moi j'ai un témoignage à vous donner. Le Luxembourg c'est un pays européen, mais c'est un pays de tous les Européens. Aujourd'hui, quelle grande entreprise française n'a pas ses comptes offshore, ces procédures d'évasion fiscale abritées par le Luxembourg? Je peux en témoigner pour la presse. Je suis journaliste, je travaille dans un groupe de presse qui a une certaine importance, le groupe Bayard Presse. Je peux vous dire que les dirigeants de ce groupe me témoignent du fait que les pressions bancaires sont fortes sur eux pour qu'ils créent des structures offshore. Comme nos confrères, me disent-ils. Voilà, comme certains de nos confrères de certains grands groupes qui récoltent dans ces structures offshore au Luxembourg les royalties que l'on génère sur la vente de nos produits, en Asie notamment. C'est devenu la normalité. Et le groupe, là je parle du secteur de la presse, le groupe de presse qui ne le fait pas est un imbécile et quelqu'un qui est hors de la norme. C'est ça qui se passe. Parce que tout ce qui concerne la fiscalité est hors de portée de toute procédure judiciaire. Il faudra changer les traités européens pour pouvoir légiférer là-dessus, hein, parce que tout ce qui relève de la loi, la fiscalité ne relève pas du législateur européen. Donc on est vraiment là sur une question fondamentale de se dire qu'est-ce que la fraude fiscale? Est-ce que c'est de la criminalité financière? Ben, si c'est oui, à ce moment-là, on harmonise et on intègre dans le dispositif lutte anti-blanchiment. C'est absolument. Par rapport à la question posée par Antoine Peillon des implantations au Luxembourg, la dernière étude qu'on a faite avec le CCFD montre que les 50 plus grands groupes européens ont au Luxembourg environ 570 filiales, c'est-à-dire à peu près le même nombre qu'en Chine. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, je vous donne la parole à la fois pour dire un mot sur ce que vient de dire Antoine Peillon, et puis pour vous poser une question là aussi un peu technique sur doit-on obliger l'administration des douanes et l'administration fiscale à agréer ou à normer les logiciels comptables avant leur emploi? Ce serait bien ça. Alors oui, d'abord c'est effectivement l'administration des douanes ou l'administration fiscale. Il faut savoir déjà que nous n'avons pas les mêmes structures un peu partout en Europe, hein. Il y a des douanes qui sont séparées de l'administration fiscale, d'autres qui ont fusionné depuis des années. Donc voilà, déjà c'est l'ensemble, je dirais, des collègues qui sont chargés de ce type d'approche qu'il faut voir. C'est une logique un petit peu de certification d'un logiciel. On donne quasiment, après une expertise parfois trop rapide, une sorte de blanc-seing
à l'outil informatique utilisé. Et comme le disait Mme Cutajar tout à l'heure, on se retrouve avec des logiciels qui sont tellement bien foutus qu'à un moment donné, on les voit déraper spontanément en oubliant 30% des recettes d'une entreprise. Donc nous ne sommes pas, là je vous dis franchement, nos positions à nous, syndicalement au niveau de l'Europe, nous sommes contre toute approche de ce type de certification. Parce que nous nous lions après les mains dans les conditions éventuellement du contrôle. C'est ce qui, je dirais, se gère aujourd'hui, par exemple, par les procédures, ce qu'on appelle le rescrit fiscal en France. C'est-à-dire qu'une fois que l'administration fiscale aura pris position, y compris dans ce type éventuellement de certification, je dirais, eh bien, nous nous lions après par l'impossibilité de remettre en question ce que nous avons donné comme blanc-seing, quelque part. Donc, franchement, on est contre cela. Permettez donc un commentaire par rapport à ce que disait M. Payon et Mme Cutajar à l'instant. S'il y a bien une chose, et moi j'en terminerai sur ce point-là, vraiment, s'il y a bien une chose qui nous importe pour pouvoir lutter efficacement contre une fraude à la loi fiscale, c'est d'abord que la loi soit bien faite. Ce serait une bonne première chose, ça. Et pour que la loi soit bien faite, il faudrait aujourd'hui qu'elle soit dans un cadre européen, défini, harmonisé en matière de fiscalité. Et l'impossibilité aujourd'hui est dans la règle de l'unanimité des pays, des 27, vous vous rendez compte, des 27, avec une disparité de fiscalité énorme. Vous imaginez Chypre ou la Lituanie ou l'Estonie rentrer spontanément dans une vision de l'impôt à la française? Le Luxembourg non plus. Et le Luxembourg non plus, bien sûr, mais je me permettais de citer d'autres, parce qu'on ne va pas stigmatiser nécessairement sur les mêmes. Mais la vraie question, elle est là. Et je crois que foncièrement, lorsqu'il y a eu le projet européen de la monnaie unique européenne, on est passé par le système du serpent monétaire, là, vous savez, et petit à petit, tout le monde a consenti à encadrer les dévaluations, y compris spéculatives, des monnaies pour arriver à une monnaie européenne unique. Dans le même laps de temps, il aurait fallu faire la même démarche du serpent fiscal pour harmoniser les politiques fiscales, notamment des bases d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, etc. Et ça ne s'est pas amorcé du tout. Ça fait 15 ans qu'on a écrit là-dessus. Ça faisait 15 ans qu'on disait que le risque était grand de voir, du fait de la déconnexion de souveraineté sur ces deux leviers en même temps, il y aurait un risque, à un moment donné, majeur de voir se déclencher une crise liée à la concurrence fiscale, qui serait une déflagration quelque part aussi à travers le risque de dévaluation de la monnaie, remise en cause même de l'euro. Je crois que foncièrement, de tout temps, historiquement, tout groupe humain qui s'est constitué, on peut remonter à Babylone, comme on le disait tout à l'heure, et qui s'est voulu une gouvernance politique, a géré ces deux leviers en même temps. À partir du moment où il y a eu le choix d'avoir l'unité monétaire sans avoir derrière la maîtrise au niveau supranational d'une politique fiscale commune, nous prenions les risques de cette crise. Et une partie de la crise aujourd'hui est liée à cette déconnexion. Je le dis solennellement parce que c'est une analyse que nous avons faite il y a longtemps, et aujourd'hui je crois qu'on va en faire la démonstration, et que même aujourd'hui le FMI finit par comprendre qu'il faut arriver à une harmonisation fiscale européenne.